Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Le réarmement civique d'Emmanuel Macron inspirera-t-il les politiques belges? On a coutume de dire que quand Paris s'enrhume, c'est Bruxelles qui éternue. Il ne serait donc pas si étonnant que ça que les dernières idées que le président français a mises sur la table en matière d'éducation finissent par être débattues chez nous aussi. Alors, cours d'instruction civique, uniforme, mais aussi cours de théâtre, limitation du temps d'écran pour les enfants et les adolescents. Voici quelques-unes des idées poussées par Emmanuel Macron. Quelles sont celles qu'il pourrait être intéressant ou pas d'essayer de développer chez nous? Ce sera notre débat de ce soir. Voilà, et pour parler d'éducation, nous avons choisi de donner la parole à deux représentants de parents d'élèves. Véronique Dethière, bonsoir. Vous êtes la responsable politique de la FAPEO, c'est la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Bernard Urbien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'UFAPEC, c'est l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Avant de vous donner la parole, on va écouter Emmanuel Macron. C'était le début de sa conférence de presse tenue au Palais de l'Élysée. Nous sommes mardi dernier. La France sera plus forte dans ce monde de bouleversements si nous sommes d'abord plus unis. Si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect, dans les salles de classe, dans la rue, dans les transports comme dans les commerces. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué le 31 décembre dernier lors de mes vœux, nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, 1 heure par semaine dès la 5e, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Alors, je me tourne vers Véronique Dethière pour commencer. D'abord, peut-être une réaction générale. Qu'Emmanuel Macron vienne à ce point-là sur le terrain de l'école, qu'il en fasse un dossier prioritaire pour relancer son quinquennat. Alors, on imagine bien qu'il y a des arrière-pensées politiques, mais ça vous a surpris ou pas? Non, moi, ça ne me surprend pas. Ce qui m'interpelle, c'est que face à une société qui est en mouvement et qui change, le discours est un discours autoritaire. Clairement autoritaire, et ça m'interpelle très très fort, c'est qu'on ne prend pas en compte la génération future, leurs aspirations, et on leur dit voilà ce qu'on va vous imposer, voilà, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et donc c'est un discours très conservateur, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas le discours que vous auriez envie d'entendre si on devait parler d'école, par exemple, dans la prochaine campagne électorale pour le mois de juin prochain. On en parle assez souvent, pas très souvent, de l'école dans les campagnes électorales en Belgique. Et notamment, on parle assez peu souvent de tout ce qui sont les thèmes communautaires, la Fédération Unie-Bruxelles. Non, effectivement, nous n'avons pas envie d'entendre ce genre de discours. On a envie d'entendre un discours qui prône plutôt les questions d'inégalité. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre système moins inégalitaire et comment est-ce qu'on va avancer en prenant en compte cette génération future qui est différente. Ouais. Bernard Rubin, c'est un débat politique, l'école. Est-ce que vous comprenez la démarche d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous êtes aussi dur que Véronique Dethière? Mais je pense que les réalités de la République française et les réalités qu'on connaît en Fédération Wallonie de Bruxelles ne sont pas du tout les mêmes et que l'état d'avancement, de réforme de l'enseignement en France et en Belgique ne sont pas du tout les mêmes. Parce qu'en France, on se pose énormément de questions, mais on n'a pas encore bougé. On est toujours à l'école d'il y a 20-30 ans. Tandis que nous, avec le Pacte pour un enseignement d'excellence, nous sommes engagés vraiment dans une réforme fondamentale de l'ensemble du système et qui doit conduire, comme le disait Véronique Dethière, qui doit conduire à une école où l'équité devient le maître mot, où la réussite de tous est l'objectif de chacun. Ouais. Est-ce que le fait qu'on soit dans un processus, effectivement, pour le pacte pour un enseignement d'excellence, est-ce que ça vous inciterait à dire les débats politiques, c'est pas le moment, on doit d'abord finir d'implémenter ce pacte, parce que le travail est toujours en cours? Mais le pacte, c'est politique. C'est une réforme politique du système, mais qui a été co-construite avec tous les acteurs de l'enseignement qui ont intérêt à s'engager ensemble pour le bien et la réussite des parcours scolaires de tous les enfants. Ouais, alors on a parlé de réarmement civique. Alors je vois que le thème fait beaucoup sourire Véronique Dethière. Malgré tout, l'idée que
l'instruction civique ou le débat, la transmission des valeurs, alors ça peut être chez nous les valeurs démocratiques, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs que celles de la République française, c'est le lieu, c'est le rôle de l'école de faire ça ou pas ? Oui, alors là, vraiment, sincèrement, il y a une question. Les missions de l'école, c'est de viser l'émancipation. Pour viser l'émancipation, quand on parle de textes fondateurs, moi je n'irai pas sur peut-être les mêmes textes fondateurs. Hein. Je pense qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Constitution, on vit dans un état de droit. C'est quoi un état de droit ? De comprendre ce qu'est un état de droit. Donc je pense, oui, évidemment, ça a une place à l'école, c'est même essentiel d'aborder ces thématiques à l'école. Ouais. Apprendre la Brabançonne à l'école, comme Emmanuel Macron a suggéré d'apprendre la Marseillaise aux petits Français, j'imagine que ce ne sera pas votre tasse de thé. Non, pas vraiment. Ouais. Bernard Hurbian, il y a une place pour l'instruction civique à l'école. Alors il y a les cours de philosophie et de citoyenneté. Est-ce qu'ils sont suffisants ? Est-ce qu'ils jouent ce rôle-là ou pas ? Mais l'éducation à la philosophie, la citoyenneté, parce que dans le réseau que je représente, auquel nous sommes attachés, c'est une éducation qui est transversale à l'ensemble des cours, mais avec les contenus communs, c'est-à-dire des référentiels qui s'appliquent à tous. Et cette éducation à la philosophie de la citoyenneté, elle est vraiment importante. Et donc ça a modifié notamment la perspective de certains cours de manière importante. Je pense aux cours de religion où on approche peut-être davantage aujourd'hui ces questions qui sont essentielles à la construction d'une société où le vivre ensemble est une valeur partagée. Est-ce qu'on va apprendre aux écoliers comment fonctionne par exemple notre système démocratique belge avec toute sa complexité ? Mais c'est essentiel pour qu'on n'ait pas de futurs adultes qui se disent « la politique c'est pas mon affaire, de toute façon c'est trop compliqué ». Ce cours de philosophie, il était prévu de le porter à 2 heures à la place d'une. Finalement la ministre a fait un petit peu marche arrière. C'est quoi ? C'est une question de moyens ? Je ne crois pas que c'est qu'une question de moyens. Je pense que le débat est extrêmement compliqué. Évidemment, nous soulignons l'importance d'avoir un volume horaire beaucoup plus important pour ce cours de philosophie et de citoyenneté et de l'étendre évidemment à 2 heures dans le réseau officiel parce que les sujets qui y sont abordés sont essentiels. Cette intervention de Mme Lacon, elle dit quelque chose évidemment du débat politique français, elle dit quelque chose de notre époque aussi, des tourments, des inquiétudes qu'on peut avoir et de cette espèce de valeur refuge de se dire ce qui va nous sauver, ce qui va regarantir dans le futur le vivre ensemble, ça va être le passage par l'école. C'est ça comme ça qu'on doit l'interpréter ou pas ? Mais sans doute faut-il comprendre que l'école est encore une institution dans laquelle globalement les gens ont confiance, même si se manifestent au quotidien des méfiances particulières par rapport à des enseignants et des choses comme ça. Mais l'école est une institution qui a sa place dans une structure sociale. Alors, de là à dire que c'est l'école telle que Emmanuel Macron l'a définie et envisage certaines choses, que ça doit être ça chez nous, non. Puisqu'on a bien vu, je me répète, le pacte, c'est une vision vraiment très très grande de la place essentielle de l'école dans un système social. Alors, il n'y a pas que la citoyenneté dans l'intervention d'Emmanuel Macron, il a parlé de culture aussi, on va l'écouter. L'éducation artistique et culturelle que nous avons déployée dans nos écoles depuis maintenant un peu plus de 6 ans va se renforcer. Comme pour la musique et les arts plastiques, je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact au grand texte. Et parce que la France est aussi une histoire, un patrimoine qui se transmet et qui unit, l'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée prochaine au collège et au lycée. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements, tous volontaires. Alors, Bernard Hurbian, d'abord, est-ce que vous êtes un amateur de théâtre et d'histoire de l'art ? Oui, tout à fait. Oui. Et je crois que c'est très important. Ça se pratique dans nos écoles, ça pourrait se pratiquer plus ? Alors justement, dans la réforme du pacte, on a insisté sur l'importance de cette éducation pour tous les jeunes. Et donc, on a à la fois un parcours d'éducation culturelle et artistique et on a des cours d'éducation culturelle et artistique qui sont prévus dans la grille horaire et pas comme une matière tout à fait subalterne. Ouais, donc, on est un petit peu en avance sur l'école rêvée d'Emmanuel Macron. C'est ça il devrait venir prendre des leçons chez nous et en tout cas lire
lire le Pacte pour un enseignement d'excellence, il apprendrait plein de choses. Ouais, on enseigne vraiment l'histoire de l'art dans nos écoles? Alors, l'histoire de l'art, pas encore. C'est plutôt le post-tronc commun, donc ça, après le tronc commun. Mais effectivement, dans la réforme, il y a tout le PK, ce qu'on appelle le parcours d'éducation culturelle et artistique, qui vise justement à introduire toutes ces notions, toute cette culture générale importante et y mettre une place. À la différence d'Emmanuel Macron dans son discours, lui, c'est l'approche des grands textes. Donc nous, on pense que la culture, elle est multiple, évidemment. Donc il n'y a pas que les grands textes. Et ce qui est important, c'est aussi de partir de l'intérêt des élèves. Ouais, et les cours de théâtre, c'est avec le professeur de français, la plupart du temps que ça se fait? Oui, sauf que dans le parcours d'éducation culturelle et artistique, il y a aussi cette idée d'aller rencontrer des professionnels sur le terrain, d'aller visiter, de faire d'autres choses. Donc là, je pense qu'on est en avance sur les propos d'Emmanuel Macron. Alors, la tenue unique, ça c'est la désignation soft de l'uniforme à l'école. Ça se pratique encore dans certaines écoles? Oui, oui. Il y a des écoles qui font ce choix-là et il faut respecter ce choix à partir du moment où c'est un choix qui est co-construit avec l'ensemble des acteurs de l'école et que ça s'est discuté au niveau du conseil de participation. Ouais, quel avantage et quel inconvénient vous pouvez y voir? Il y a pour les uns et pour les autres des avantages et des inconvénients. L'avantage que certains mettront en évidence, c'est que cela atténue l'expression d'inégalités socio-économiques, que cela empêche d'être distrait par le vêtement qui est aussi un objet de séduction à l'adolescence. Donc voilà, certains diront ça, d'autres diront que l'uniforme uniformise aussi la pensée et que c'est pas ça qui doit se faire. Mais je me répète, à partir du moment où c'est un choix qui se fait au niveau de l'école particulière, et que c'est un choix qui est partagé et qui est rejoint par les acteurs, pourquoi pas? Nous voyons que dans des écoles, et pas uniquement dans des écoles privilégiées, dans des écoles même à indice socio-économique faible, il y a ce choix qui est posé. Un choix, par exemple, d'un code couleur. Alors, on ne va pas jusqu'à dire il faut le blazer avec l'écusson et la cravate, ou la jupe plissée et les chaussettes blanches jusqu'aux genoux. Non, c'est pas ça. Mais qu'il y ait une réflexion sur le vêtement, c'est très important. Et la ministre Désir, d'ailleurs, a appelé à interroger les règlements d'ordre intérieur en matière vestimentaire. Alors, il y a eu effectivement des consignes et un encouragement à la co-construction de ces règlements d'ordre intérieur. On pourrait imaginer rouvrir ce débat sur l'uniforme à l'école, où ça, c'est vraiment spécifique à la France d'Emmanuel Macron. En Belgique francophone, on oublie. En tout cas, pour ce qui nous concerne, dans la FAPEO, dans les écoles officielles, ça ne se pratique pas du tout. Et on est vraiment... on remercie le réseau officiel de ne pas porter cette valeur-là, parce qu'on pense que le port de l'uniforme, c'est nier la singularité des élèves, et que aussi c'est un frein parfois pour certains élèves d'avoir accès à cet uniforme. Et que ça ne gomme pas les inégalités. Le vrai problème, c'est les inégalités. Et on ne va pas résoudre ce problème d'inégalité par les uniformes. C'est une question de culture aussi. On voit que par exemple en Angleterre, c'est très répandu l'uniforme à l'école. C'est plus accepté que chez nous. Oui, c'est sans doute culturel, mais je veux dire, en tout cas, c'est pas une réponse face à une génération qui est différente et qui veut être singulière. Et donc, l'uniformisation n'est pas une bonne réponse. Ouais. La remise d'un diplôme en fin d'études, aussi évoquée par Emmanuel Macron avec une cérémonie, là aussi un petit peu à l'anglo-saxonne, ce serait une bonne idée. Certaines écoles le font déjà, d'ailleurs. Non, et d'ailleurs, à la FAPEO, ce genre de pratique qui a encore lieu dans certaines écoles, nous ne l'encourageons pas parce que pour certains élèves qui sont en difficulté, c'est vraiment une souffrance, ces remises de diplôme. Ouais. L'avis de Bernard Hubien là-dessus? Je rejoins tout à fait ce que Véronique Zottière dit. À partir du moment où on peut fêter la fin d'un parcours, mais sans mettre en évidence les premiers et puis ceux qui restent sur le carreau, qui ne vont pas monter sur l'estrade parce que ceux-là, ils ont raté. Bon, ça, c'est vraiment, je caricature. Mais ça s'est passé et ça se passe encore parfois dans certains endroits. Ça, c'est à proscrire, évidemment. Mais par contre, de faire la fête, alors pas à l'anglo-saxonne en jetant les chapeaux en l'air parce que, voilà, ce n'est pas notre culture et pourquoi est-ce qu'on irait
reprendre quelque chose qui finalement est assez importé par les séries que tout le monde regarde. Hein, mais, les universités commencent à le faire. Hein, oui, les universités le font. Mais voilà, laissons à l'université peut-être certains décorums qui n'ont pas lieu d'être au niveau de l'école obligatoire. Ouais. Quand je vous entends l'un et l'autre, j'ai le sentiment que finalement notre école en Belgique francophone, elle semble plus inclusive, plus égalitaire que l'école de la République, alors que théoriquement, l'école de la République, c'est le principe de l'égalité. Est-ce que vous êtes si sûr de ça? Est-ce que malgré tout, parce que quand on regarde quand même les résultats scolaires, on a quand même d'énormes différences entre des écoles et on a quand même beaucoup d'élèves qui se sentent rejetés par le système scolaire, Véronique de Thiers. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des constats des débuts du travaux du pacte, c'est que notre système est profondément inégalitaire, que les écoles reproduisent les inégalités sociales et que pour y remédier, on essaye de réformer ce système en profondeur. Donc, mais ce n'est pas en apportant des réponses à la Emmanuel Macron qu'on va gommer ces inégalités. Vous semble superficielle ces réponses ? Bon, en tout cas, c'est une réponse, oui, je dirais autoritaire, de retour en arrière. Et en fait, quelque part, on a un peu le sentiment que face à tout un mouvement, à tout un changement de société, on se réfugie derrière des valeurs parfois d'un autre temps. Et donc, c'est un peu au secours, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on trouve cette réponse-là. Vous l'avez ressenti aussi comme ça, cette conférence de presse et ces annonces du président de la République qui doivent encore être confirmées, hein, parce que c'est une espèce de feuille de route que ces ministres vont devoir maintenant implémenter. Je vous dirais, je pense que tout le monde sera d'accord, que quand il parle de réapprendre le respect réciproque, ben ça c'est essentiel pour un vivre ensemble. Et entre adultes, entre jeunes, enfin voilà, c'est quelque chose de très important. Le reste, je dirais, je le laisse à son analyse de la situation française. Mais en tout cas, chez nous, et Véronique de Thiers le disait un instant, chez nous, dans notre communauté française, ce qui est important, c'est de réduire aussi les écarts de réussite. Nous sommes c'est ça le premier objectif, la première priorité. Que tout le monde arrive à la réussite d'un parcours scolaire et qu'on n'ait pas, comme on l'a chaque année dans les indicateurs de l'enseignement, 14% des jeunes qui sortent du système sans aucun diplôme. Parce que ça fait crier. Mais, je le répète, nous sommes dans ce changement de système, dans cette refondation fondamentale de toute l'école chez nous et à terme, si toutes les mentalités de tous changent au rythme de l'implémentation du pacte, à terme, ça devrait produire des effets très positifs. Alors, dernier point sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est le temps d'écran. Emmanuel Macron a indiqué qu'il avait commandé une étude sur ces questions-là, mais avec une intention qui a déjà été exprimée, c'était de limiter le temps que les enfants et les adolescents passent sur leur smartphone ou les consoles de jeux. Alors, ça ne concerne pas que l'école, hein, c'est le temps d'écran en général. Est-ce que sur cette matière-là, on peut vraiment édicter des règles? Je vous propose d'écouter la réaction de Madeleine Guyot, c'est la directrice générale de la Ligue des familles. Alors légiférer, pourquoi pas, hein, si c'est légiférer pour obliger les fabricants à installer un système de contrôle parental et le proposer dès la première utilisation, pourquoi pas. Si c'est légiférer pour sanctionner les parents, bloquer les accès, interdire des contenus, sincèrement, c'est pas une très très bonne idée, c'est-à-dire que c'est très infantilisant. De deux, assez dangereux, parce qu'alors on ne développe pas du tout l'esprit critique des enfants et les parents vont être du coup aussi dans une espèce de boîte noire par rapport à l'usage de leurs enfants. Techniquement, ça paraît quand même aussi un peu compliqué. Et puis, comme on le sait, en général, les interdictions, il y a toujours moyen de les contourner. Donc c'est vrai qu'à la Ligue des familles, nous, on plaide plutôt pour avoir une approche de prévention, de sensibilisation et d'information. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent et qui sont disponibles en ligne, hein, qui sont réalisés soit par des institutions publiques, soit par des organismes privés ou associations. La Ligue des familles organise aussi propose un outil clé sur porte qui s'appelle le WebEthic, où il y a plusieurs modules d'infos. Et le but, c'est vraiment d'aider les parents à gérer Internet en famille et amener les enfants, au fur et à mesure de leur âge, à pouvoir avoir une autonomie raisonnée dans leur usage. De Thiers, est-ce que le temps d'écran que les enfants et les ados passent captifs, est-ce que c'est un réel problème? Et est-ce qu'on peut le résoudre, ce problème, ou pas? D'abord, j'ai envie de dire, oui, c'est un réel problème. Le résoudre en légiférant, impossible. Je pense que ça, c'est impossible. Par contre, faire de l'éducation, de la sensibilisation, que ce soit des enfants, des adolescents et des parents à cet usage de l'écran, me semble évidemment essentiel. Après, c'est vraiment compliqué. Donc, je pense que
interdire n'est certainement pas la bonne solution. Ouais, Bernard Urbiat, il faut encourager à l'éducation aux médias et aux technologies de l'écran. Effectivement, il faut encourager. Et je dirais, on n'a pas entendu Emmanuel Macron et ses déclarations récentes pour être dans cette dynamique d'éducation à l'usage des médias. Et je lui conseillerais de lire un spécialiste de la question français, Serge Tisseron, qui a écrit il y a déjà très longtemps plusieurs ouvrages, notamment avec cette règle du 3-6-9-12. Avant 3 ans, pas d'écran régulier, entre 3 et 6, accompagner son enfant dans l'usage de l'écran, ne pas le laisser seul et ne pas laisser sans limite, etc. Donc voilà, il y a des choses qui existent. En communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a le Conseil supérieur de l'éducation média qui a sorti beaucoup de choses aussi là-dessus. Voilà, nous, c'est à nous de le faire connaître, notamment auprès des parents. Et c'est ce que nous faisons par toute une série à la fois d'animations et de publications à destination des parents. Voilà, on a vu en tout cas qu'il y a très peu des propositions d'Emmanuel Macron qui trouvent grâce à vos yeux. Est-ce que c'est dû à cette différence d'organisation, peut-être avec le fait qu'on a chez nous un réseau officiel, un réseau libre, une diversité de cultures et de projets pédagogiques qui fait que c'est très difficile pour nous d'imaginer un jour en matière d'éducation des instructions qui viennent d'en haut d'un ministre, voire d'un président, et que tout le monde doit se mettre au garde à vous les appliquer. C'est une différence de culture et d'organisation? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une philosophie qui est différente et qui est quand même propre à la France, et ce qui est en train de se passer avec la poussée de l'extrême droite, et donc des arguments qui viennent un peu autoritaires d'en haut pour remettre des valeurs au centre. En Belgique francophone, je pense qu'on a besoin de règles qui viennent d'en haut, parce que justement, on a besoin d'un accès égal à l'éducation, et parfois, le fait de laisser la concurrence entre écoles agir n'est pas non plus propice à une égalité de traitement. Non, mais quand même, dans ce pacte d'excellence auquel on a fait référence, il y a l'idée de co-construction, c'est-à-dire que vous avez été tous les deux associés à l'écriture de ce pacte, les pouvoirs organisateurs, les syndicats d'enseignants aussi. Ça veut dire que vous êtes tous un petit peu co-responsables de la manière dont on organise l'école et de ce qu'on enseigne aux élèves? Aujourd'hui, certainement. C'est pas Caroline Désir qui décide de tout seule. Quand en mars 2017, nous avons signé l'avis numéro 3 et que nous avons été d'accord jusqu'à la moindre virgule, et nous étions d'accord quand il était écrit qu'on n'était pas d'accord sur des questions, mais nous étions d'accord de le dire à ce moment-là. Mais nous avons vécu un moment tout à fait exceptionnel et qui fait qu'aujourd'hui, aucun responsable politique ne pourrait agir comme Emmanuel Macron face à l'école, puisque ce pacte lie l'ensemble de la classe politique aussi. Merci beaucoup Bernard Hubien pour l'UFAPEC, Véronique Dethier pour la FPO. Merci d'avoir participé à cet échange ce soir. Demain, dans Plus d'Actu, on fera le bilan de la zone 30 et de Goudmou. On parlera de mobilité. Est-ce que la ville est plus fluide et plus apaisée? On en parlera avec Jos Kasmans de Touring et Claire Pelgrim qui est chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Et puis demain matin, Bonjour Bruxelles, notre matinale entre 7h et 9h. On recevra notamment Elio Di Rupo demain matin. Continuez à bien vous informer et à demain.